La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, de la rue à la plume, une histoire de résilience et d'espoir. J'ai écrit d'abord L'enfer d'une fille de rue parce que c'est vraiment cette partie-là de ma vie qui avait besoin de sortir de moi et de transmettre au monde. Donc, ça débute, je suis dans la rue, puis on suit mon parcours de sortie de rue, mais on voit vraiment toute la complexité de me lever le matin et de me laver tous les jours. Entre tradition et technologie, la magie des messes de Noël à la télévision. Et nous, la façon la plus cordiale qu'on a trouvée de réaliser la messe de minuit ou les messes particulières, quand on parle de la messe du jour de l'an, le 24 décembre, 25 décembre, souvent les gens en général sont avec la famille à la maison et ils relaxent et ils profitent du bon temps. Nous, de se déplacer pour ces messes-là, la façon qu'on a trouvé de rendre ça le plus agréable possible, c'est d'y aller l'équipe au complet. Chandler, des logements qui font débat. Sauf qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'une grande partie de mon secteur nord-ouest, de tout mon environnement, va être complètement fermé. Un mur qui est en train de se bâtir devant moi. Forêt, chômage et loisirs avec le maire Cyr. Hier, ce que j'ai apporté comme réponse, là, moi en tant que maire de Grande-Rivière, ma préoccupation première, considérant que j'ai une bonne partie de ma population qui travaille dans les usines, que ce soit les crustacés de Gaspé, poissons salés gaspésiens. Revue de presse. Vous écoutez votre... Comment transformer un passé marqué par la rue et la dépendance en une source d'inspiration et de résilience? Isabelle partage son parcours hors du commun, de son adolescence en itinérance à ses accomplissements en tant qu'autrice, chercheuse et conférencière. À travers ses écrits, elle explore les dynamiques sociales et personnelles qui façonnent nos vies, tout en offrant une voix à ceux qui en sont privés. Quels sont les messages qu'elle souhaite transmettre à travers ses récits et comment son parcours peut-il inspirer d'autres à surmonter l'adversité? Je suis originaire de la Rive-Sud de Montréal. Je me suis installée en Gaspésie il y a 12 ans. Et en fait, c'est dans le cadre d'une maîtrise en études des pratiques psychosociales à l'UQAR où je m'intéressais particulièrement aux luttes de pouvoir dans les équipes multidisciplinaires. Et d'un travail à l'autre, en fait, en écriture phénoménologique, c'est-à-dire de vraiment prendre un moment puis de l'extraire au présent, au jeu. Donc, c'est comme de revivre les moments à travers l'écriture que je réalisais, en fait, que j'étais habitée moi-même par des luttes de pouvoir. Parce que j'ai un parcours très atypique, c'est-à-dire que adolescente, j'étais toxicomane et itinérante dans les rues de Montréal. Et en 2007, j'ai 32 ans, je suis à la maîtrise en études des pratiques psychosociales et puis je me sentais vraiment déchirée entre deux mondes avec le sentiment d'imposteur, si les gens découvraient qui je suis. Mais je me sentais vraiment appelée à approfondir cette question-là de lutte intérieure. Alors, tranquillement, pas vite, je me suis mis à écrire des moments, des souvenirs de ma vie que j'appelle ma vie absurde, de cette partie-là de ma vie, des moments de ma vie qui ont été difficiles, douloureux, de l'enfance jusqu'à la vie adulte, mais aussi des moments forts de déploiement, de force, de détermination. Et ça a donné un mémoire de maîtrise qui s'appelle De la victimisation à l'actualisation de soi. Parce que ce parcours de recherche m'a permis de me réapproprier l'ensemble de mon histoire, de redevenir avec mon passé. Et donc, au moment de présenter ma recherche dans le cadre du colloque des pratiques en histoire de vie québécois, on m'a proposé d'écrire sous forme de récit de vie parce que
c'est pas simple de donner accès, de donner une voix aux gens qui ont vécu l'itinérance. C'est pas tout le monde qui a cette facilité avec les mots. Et je me sentais vraiment portée par le désir de sensibiliser les gens à la question là, de la dépendance, de l'itinérance, que c'est pas un choix, c'est pas une décision qu'on prend un matin puis bang, on devient itinérant, toxicomane, et de s'en sortir non plus, c'est pas à partir d'une décision et ça y est, on en est sorti. Il y a tout un parcours complexe d'apprivoisement de la vie normale qu'on dirait, parce qu'évidemment, ce qui pousse les jeunes à la rue, puisque moi j'étais adolescente, donc c'est vraiment un récit très personnel, c'est pas généralisable, mais dans mon cas à moi, ce qui m'a poussé à la rue, ce sont plusieurs moments de rupture sociale, rupture familiale. Donc pour revenir dans une vie plus satisfaisante, si on veut, là, pas juste exister, bien, il a fallu que j'aille réparer cette question du lien social. Et c'est ce que je raconte, en fait, là. Il y a 2 livres. J'ai écrit d'abord L'enfer d'une fille de rue, parce que c'est vraiment cette partie-là de ma vie qui avait besoin de sortir de moi puis de transmettre au monde. Donc, ça débute, je suis dans la rue, puis on suit mon parcours de sortie de rue, mais on voit vraiment toute la complexité de me lever le matin et de me laver tous les jours. Moi, j'aurais voulu qu'on m'applaudisse pour ça, puis qu'on dise hey, bravo Isabelle, tu sais, t'as réussi à pas consommer aujourd'hui et à te laver aujourd'hui. Tu sais. C'est de là que je partais, ce qui peut sembler complètement absurde pour une personne qui n'a pas ces problèmes-là. Mais donc, c'est de là que je suis partie jusqu'à apprendre à travailler, donc me lever le matin, produire du travail, attendre ma paye pour payer mes factures et les payer, mes factures. Donc, si je veux de l'électricité, je dois les payer. C'est tout un apprentissage qui doit se faire à vitesse grand V quand même pour juste subvenir à mes besoins de base. Puis ensuite, le parcours à l'université et tout ça, là. Donc, voilà, je pense que... Ouais, vraiment intéressant. Je comprends que tu étais ton propre sujet de recherche parce que Oui. il y en a souvent, on fait une thèse et puis on va prendre un sujet extérieur à nous-mêmes, ce qui est logique aussi. On n'a qu'un sujet d'intérêt. Mais toi, tu as vraiment été faire un travail en dedans. Est-ce que ça avait tout un travail en même temps psychologique et il y avait tout un processus intérieur qui se faisait ou c'était quelque chose que comment tu dealais avec tout ça? Oui, c'est vraiment intéressant de découvrir que d'abord, tous les étudiants à cette maîtrise en études et pratiques psychosociales, c'est une recherche radicalement en première personne, comme on dit. Donc, tout le monde est son propre sujet et le chercheur à la fois. Donc, on met à l'avant-plan l'expérience subjective. Donc, il y a tout ce travail d'auto-validation. Parce que quand je parlais de rupture sociale tout à l'heure, les événements qui m'ont amené vers la rue, ça a beaucoup été des expériences de validation négative. Donc, j'étais une enfant trop turbulente, trop sensible, arrête de faire ça, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça. Alors, il y avait pas j'ai pas vécu d'expérience de validation, d'encouragement, de soutien. Alors, le trajet de guérison ou du rétablissement passe nécessairement par là et c'est ce que j'ai pu vivre au travers des différentes euh, activités de recherche, c'est-à-dire qu'il y avait d'abord par l'écriture cette autorisation-là que je me donnais à moi-même de vivre les émotions qui étaient reliées à ces souvenirs que j'écrivais. Que j'avais peut-être pas les mots au moment des événements quand j'avais 7 ans, 10 ans, 15 ans. Certainement d'être l'adulte que je suis aujourd'hui et d'aller chercher cet enfant-là et la ramener jusqu'au présent. Donc, il y a cet aspect psychologique d'accompagnement par l'écriture qui est nécessairement le propre de l'écriture en pratique des histoires de vie.
Et au travers tout ça, toute la ressurgescence des émotions assez intenses, parce que je ne les avais jamais vécues, je les avais toujours fuites dans ma course effrénée, puis dans la consommation de drogue. Bien, il a fallu que j'accompagne aussi avec une psychologue et aussi via le corps, donc des pratiques d'accompagnement corporel. J'ai choisi la somatopsychopédagogie, qui est un bien grand mot pour dire que dans le corps, il y a des mémoires, des événements, il y a des mémoires signifiantes, il y a des mémoires émotionnelles. Et j'ai vécu vraiment un accompagnement où juste pour imager, là, la première fois que je me suis étendue sur une table de massage et puis que la massothérapeute a déposé ses mains juste ici sur ma poitrine, juste pour que je me dépose sur la table, j'ai fait une crise de panique parce que je me sentais tout d'un coup coincée entre quelqu'un et une table et il y a toute cette expérience de terreur à l'intérieur de moi à ce moment-là. Et euh, donc, l'accompagnement par le corps pour aller soigner les émotions qui sont sous-jacentes, qui parfois même que j'avais pas accès là, à cause de la consommation de drogue. Et alors, du coup, bon, il en est sorti des livres. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu justement de ton travail et qu'est-ce que les gens pourraient retrouver justement dans ces écrits-là? Bon, tu nous en as déjà parlé, pardon. Tu nous en as déjà parlé un petit peu. Oui, vas-y. Alors, L'enfer d'une fille de rue, la couverture est très accrochante. Là, quand on le croise à la librairie, évidemment, on voit quelqu'un qui consomme par injection. Parce qu'on souhaitait quand même, avec la maison d'édition, de rejoindre un grand public, puis on sait que les gens sont curieux de ces phénomènes-là, mais en fait, ce qu'on retrouve à l'intérieur du livre, c'est plutôt une expérience, un récit qui aborde des thèmes difficiles comme l'itinérance, la prostitution, la violence, les agressions, mais abordé d'une façon très sobre et lumineuse, c'est-à-dire que je m'étends pas dans les détails, j'en mets pas plus qu'il faut. Je veux simplement que le lecteur, dans les 2, 3 premiers chapitres, puisse connaître quel est le paysage de la faune montréalaise dans les rues des années 90. Mais rapidement, dès le 4e chapitre, là, 3e et 4e chapitre, on est vraiment dans mon parcours de réinsertion sociale et ce que ça l'a demandé. Et comme c'est une écriture au présent, alors le lecteur, il est vraiment avec moi dans ces moments-là. C'est pas une description extérieure, c'est pas de la narration, c'est vraiment une expérience intériorisée. Je donne accès à mes pensées, mes réactions par rapport à ces événements-là qui sont en train de se dérouler là, pendant la lecture. Et j'amène le lecteur donc de la rue en 91 jusqu'à mon emploi à la fin de ma maîtrise en 2017. Et tous les gens qui l'ont lu, en fait, la raison pour laquelle que je voulais l'écrire, d'abord, il fallait que ça sorte de moi, toute cette expérience-là, pour boucler la boucle avec la réappropriation de mon vécu de vie en entier, mais je voulais aussi essayer de toucher monsieur, madame, tout le monde, de dire, voyez-vous, l'itinérant que vous voyez sur le coin de la rue pour les gens de la ville ou pour les gens de la Gaspésie plus près de chez nous, ben dire les gens qui sont en situation de pauvreté, les gens qui vivent des difficultés avec la consommation de drogue, ben ce sont les enfants de quelqu'un, les parents d'un autre, le frère, la sœur. Ils ont des vies, ils ont une expérience, ils ont des émotions. Ils sont confrontés aux réactions des gens qui les croisent sur la rue. Et ben, je pense que mon objectif est atteint. J'arrive du Salon du Livre de Montréal et plusieurs personnes sont arrêtées me voir pendant mes périodes de dédicace pour me dire, je l'ai lu, votre premier, vous m'avez touché, je comprends mieux, j'ai des questions pour vous. Il y a toute une expérience pour le lecteur d'être justement plongé dans un récit très, très subjectif de mon expérience très intime.
Alors ça, c'est pour l'enfer d'une fille de rue. Et ma nouveauté, l'enfer d'une fille de rue est sorti en 2020 en pleine pandémie. Et j'ai quand même réussi l'exploit d'en faire un best-seller. C'est 10 000 copies vendues, malgré qu'il n'y avait pas d'activité de promotion à l'époque, là. Donc, je suis très, très fière de ça. Et puis, les lecteurs me demandaient toujours, mais qu'est-ce qui t'a poussé vers la rue ou pourquoi as-tu choisi la rue? Puis je dis aux gens, attention, là, on ne choisit pas de devenir itinérant, c'est une succession d'événements qui nous poussent vers cette solution-là. Et j'avais pas encore trouvé les mots pour aborder mon enfance sans en faire une histoire euh, c'est-à-dire que je veux pas blâmer personne. Le prologue du livre parle justement de comment choisir les mots sans heurter mes parents. Je ne rends personne responsable des choix que j'ai faits plus tard dans ma vie. Je me souviens plus quel grand penseur. Je crois que c'est Sartre qui dit je ne suis pas responsable de ce qu'on a fait de ce qu'on a fait de moi, mais je suis responsable de ce que je fais de ce qu'on a fait de moi. Donc mais j'avais quand même besoin de d'écrire et sensibiliser la population sur c'est un phénomène social, c'est pas privé. On parle de la négligence dans l'enfance, on parle de l'intimidation à l'école, on parle des placements en centre jeunesse, toujours comme si c'était singulier, que c'était privé dans les familles, mais c'est un phénomène social. Et dernièrement, la commission Saint-Laurent nous a mis un éclairage sur les contextes des jeunes qui sont sous la protection de la jeunesse, des déplacements, les multiples déplacements. D'ailleurs, j'invite les gens là à consulter la page Facebook du collectif des ex-placés de la DPJ qui ont comme mission justement de sensibiliser et informer la population sur c'est quoi exactement la réalité des jeunes qui sont déplacés. Là. Il y en a qui ont été déplacés comme 25 fois entre l'âge de 8 ans et 17 ans. Là. Ça donne une idée plus claire de ce que c'est cette réalité-là. Et moi, je voulais participer avec mon récit, le début du calvaire d'une jeune femme. Les deux livres sont édités chez Béliveau Éditeur. Et puis, donc, j'offre mon récit encore une fois, c'est de l'écriture performative au présent, au jeu. Donc, le lecteur m'accompagne dans des moments vraiment signifiants, soit de manière douloureuse ou de grand déploiement, de compréhension ou de cheminement personnel. Et pour qu'ensemble, on réfléchisse à ces facteurs-là sociaux, qu'ils soient familiaux, scolaires. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au Québec où il y a une répétition des difficultés relationnelles. C'est complexe, les dynamiques relationnelles familiales. Et comme je le disais, vraiment, mon objectif, ce n'est pas de blâmer mes parents, mais de mettre en lumière qu'il y a quelque chose qui se passe de génération en génération. Et chaque génération future offre plus à ses enfants, mais demeure quand même certaines lacunes relationnelles. Et je parle des miennes. J'aborde dans mon livre moi, en tant que mère, j'ai eu 2 enfants qui sont adultes aujourd'hui, mais c'est ce que je souhaite mettre en lumière, c'est que bien qu'on ait tout l'amour qu'on a pour nos enfants, il se passe quelque chose qui se transmet de toute façon, et je suis pas psychiatre ni psychologue, donc c'est pas de ça que je relate, mais dans l'expérience personnelle, quelle sorte d'adulte on veut être pour les enfants de notre entourage. Tu sais, tous les enfants ne naissent pas égaux, mais une fois adultes, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle position on peut prendre comme adulte pour être un phare, une lumière, un soutien pour les enfants de notre entourage? Ah, vraiment intéressant. Je comprends, il y avait vraiment, tu avais un premier volet dans ton premier livre, tout un parcours personnel. Et là, j'entends qu'avec ton deuxième volet, il y a une volonté de dénoncer quelque chose, mais de mettre en avant quelque chose qui concerne un peu plus un phénomène dans la société. Tout à fait. Mm. Ça fait comme un effet d'entonnoir. C'est souvent ce que je dis aux gens, c'est comme d'avoir débuté avec l'enfer d'une fille de rue à partir de moi. La relation, les mots se bousculent dans ma bouche, là, mais
ce que j'ai découvert à la maîtrise, c'est qu'il y a d'abord le rapport à soi. Sans le rapport à soi, il n'y a pas le rapport à l'autre. L'altérité n'existe pas. On est pris avec soi. Puis quand on est dans des situations difficiles, émotionnellement, psychologiquement, le rapport à l'autre est souvent un rapport justement de lutte de pouvoir, c'est-à-dire que j'ai déjà peine à gérer mon propre rapport à moi-même, que n'importe quoi qui arrive de l'extérieur est pratiquement une menace au peu d'intégrité que je réussis à conserver avec moi-même. Et grâce à mon parcours, à la recherche, puis de faire cet accompagnement corporel, psychologique et d'écriture, mon rapport à moi-même est devenu sain, nourrissant, joyeux, lumineux. Et là, tranquillement, pas vite, c'est développer le rapport à l'autre et le rapport au monde. Donc, je me sens plus menacée par la planète au complet. J'ai pas l'impression que l'univers conspire contre moi parce que j'ai des épreuves une après l'autre. Au contraire, je trouve que plus je me suis occupée de moi et de ma vie, plus la vie m'offre un parcours d'épanouissement incroyable que j'appelle sur mes réseaux sociaux ma vie plus grande que nature. Là, j'ai peine à réaliser là, tout ce qui arrive vraiment de formidable. Et ça a été le même chemin avec l'écriture, c'est-à-dire que je suis passée de mon récit à moi, mon histoire à moi qui était plus intime et pas tout à fait confrontant, mais lourd de sens pour vraiment redescendre plus profondément dans les racines, la source peut-être là, de la problématique psychique, psychologique et qui touche en fait, comme vous l'avez dit là, une partie de notre société au Québec là, qui sont confrontés avec ces problématiques de relationnelles, soit familiales, sociales. Est-ce que tu utilises toujours je veux dire, est-ce que l'écriture, je comprends que c'est un outil qui te sert beaucoup, et est-ce que c'est quelque chose auquel maintenant tu t'es approprié ça comme dans une démarche qui est qui ne s'arrête pas, ou est-ce que tu as des projets encore, des idées de vouloir déposer encore d'autres choses pour nous présenter d'autres livres? Comment ça se passe en ce moment? Bien, ça se bouscule aussi les projets, c'est-à-dire que j'ai décidé de m'inscrire au doctorat, ce qui est un doctorat sur mesure, mais en fait, c'est parce que je veux aller chercher en quoi et comment la gestion bienveillante, parce que toute cette question de singularité, de validation de la singularité de l'autre, reconnaître les compétences, reconnaître, bref, il y a quelque chose pour moi aujourd'hui là, qui m'apparaît vraiment important, surtout dans un contexte des réseaux sociaux où tout va vite, toute la question relationnelle au travail. Donc, je veux aller questionner là, dans le cadre d'un doctorat, mais pendant mon expérience du Salon du Livre de Montréal, tellement de gens sont venus me voir après avoir lu le premier livre, qui s'enquièrent du deuxième, et là, me racontent leurs expériences de résilience. Alors, ce que je me rends compte, il y a toute il y a plein de gens qui vivent chacun leur drame. Tout le monde a été confronté à un moment donné ou un autre à des situations compliquées, parfois douloureuses, que ce soit des deuils ou au niveau de la santé. La construction de logements multiples sur la rue Aristide-Brousseau à Chandler a fait l'objet d'un échange entre un citoyen, qui s'en plaint, et les élus lors de la séance ordinaire du 2 décembre. La crise du logement sévit ici comme ailleurs et ce sujet est sur toutes les lèvres depuis des années. D'ailleurs, on estime à 400 le manque d'unités de logement dans la MRC du Rocher-Percé. Cela n'empêche pas certains de se plaindre, comme ce fut le cas à Chandler par un citoyen, M. John Meunier, concernant son environnement immédiat. Dans les faits, c'est un changement à la réglementation municipale qui s'est fait en toute légalité, a rappelé le directeur général de la ville en séance, Roch Giroux, qui permet de telles constructions multi-logements.
C'est dans cette perspective que M. Meunier demande à la Ville de revenir à la case départ. Dans un premier temps, vous verrez la période des questions sur ce sujet suivi d'un entretien que nous a accordé le maire Gilles Darèche. La dernière assemblée, vous avez accepté le règlement de modification au règlement de zonage qui concerne le secteur zone 3079R et qui concerne directement la rue Aristide Brousseau. Ce règlement-là, ce changement de règlement-là a permis la construction de 2 blocs d'appartements à 4 logements chaque, qui à l'origine se nommaient des développements de duplex. Un duplex, c'est 2 appartements. Dans ma tête à moi, il y avait d'autres duplex dans la rue. Un duplex dans la rue, de 2 appartements. J'en étais fier même de ce développement-là. Sauf que, au fur et à mesure que ces duplex ont commencé à se développer, j'ai réalisé que c'était plus des duplex. J'ai été voir pour d'autres informations, j'en ai eu de la ville. C'est des 4 duplex, c'est-à-dire des logements à 4 logements. Chose qui fait que le changement de zonage, les modifications au changement de zonage ont fait en sorte que notre rue, qui était de résidence familiale, qui appelle ça isolée, une famille dans une maison, un duplex, comme il y en a présentement, et aussi un duplex qui permet multifamilial, c'est-à-dire multigénérationnel. Voilà. La rue est devenue maintenant aussi permet la résidence de familles isolées de 3 logements. La résidence trifamiliale jumelée de 4 à 6 logements. Et encore plus, la résidence multilogement de 4 à 8 logements. En d'autres mots, à la limite, ce sont des blocs d'appartements de 8 logements sur une rue qui était, depuis son début, unifamiliale, très très belle rue, possiblement un des beaux développements des 30 ou 40 dernières années de la ville de Chandler, et qui m'a intéressé drôlement de venir m'installer, d'y construire une maison de demi-million, peut-être évoluer à plus maintenant. Sauf qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'une grande partie de mon secteur nord-ouest, de tout mon environnement, va être complètement fermé. Un mur qui est en train de se bâtir devant moi, portant atteinte à mon intimité, dans mon salon, dans ma salle de dîner, dans mon... comment ça s'appelle encore? Salarium. Mon salarium, la galerie arrière, grande galerie arrière de 18 pieds, sur lequel j'ai des gens qui viennent en visite chez nous. L'été, on passe nos étés là. La cour arrière, aménagée, 100% bien aménagée. Et le danger actuellement. Je réalise que ça coûterait une fortune personnelle d'aller plus loin en cours pour essayer de changer les choses. Compte tenu de mon âge, j'en verrai pas le fin avant de probablement être malade ou mort. Je demande donc à la Ville de modifier les règlements en cours actuellement pour faire en sorte que sur la rue Aristide Brousseau, il ne soit plus possible de développer d'autres blocs de logements comme le prévoient les règlements actuellement. Dans ma tête à moi, c'est faisable. J'en ai parlé au conseil, j'en ai parlé aux gens de la ville. Il m'a dit qu'on va essayer de faire. Devant vous tous et devant vous, je vous réitère ma confiance que vous allez le faire. Et j'espère. Mais, votre prochaine assemblée, c'est seulement au mois de janvier. Oui. Qu'est-ce que ça va permettre de demander? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver pour vouloir développer? Parce qu'il y a des terrains de libre actuellement. S'il y a quelqu'un qui se présente demain matin pour développer un autre bloc de même un bloc de 8 logements, et même un bloc de 3 logements, comme le permet présentement les je vous pose la question. Vous allez répondre comment? Monsieur le maire, s'il vous plaît. Bien, écoutez, nous, on vous a entendu tantôt, vous avez fait la demande de modification, vous refaites la demande.
on n'est pas insensible à ça. On va regarder ça à partir de demain. On va s'asseoir, on va regarder. Puis on va faire notre possible de ce qu'on peut faire là, maintenant, dans l'actuel. Donc on va faire notre possible pour regarder si on peut modifier ça le plus tôt possible. Et si c'est possible de ne plus autoriser de bâtiments comme ça, bien, on va regarder, puis ça nous fera plaisir de répondre à vos besoins si c'est possible. Puis, si exemple que c'est possible, bien, on peut attendre au mois de janvier, quand on va voir les résultats. Bon, on peut faire une séance extraordinaire puis regarder ça, mais on va attendre d'avoir le résultat de tout ça. Et quand, juste un complément d'information pour répondre précisément à votre question, l'avis de motion, c'est un effet de gel. Donc, un avis de motion, là, ça a un effet de gel. Ouais. Donc, à partir du moment où on dépose un avis de motion avec un projet de règlement de modification, le service d'urbanisme ne peut plus donner de permis en ce sens-là. Donc, on n'est pas obligé d'aller attendre 3 mois, 4 mois à la fin des étapes. Là. À partir du moment où un avis de motion qui est donné, ça a un effet de gel automatique. Je vous fais confiance là-dessus. Oui, monsieur. C'est tout simplement pour te dire qu'il ne reste plus beaucoup de terrain à construire, parce que le développement Brosseau est probablement construit à sa pleine capacité, ou presque. On est dans la période du mois de décembre. Les constructions ne pleuvront pas d'ici à l'été prochain. On a le temps de regarder ça sans aucun problème. Puis comme le directeur l'a dit, on est capable de se pencher pour protéger, on va dire, pour regarder la situation comme il faut. On est capable de regarder ça avant le mois de juin. Juste une petite intervention encore. Devant vous, là, j'ai le temps, je suis retraité. J'ai le temps de faire le tour de la ville pour identifier des zones faisables de développement. Ça se peut que je serais intéressé, moi, à investir dans le développement encore de la ville. Et si je trouve des choses, et je pense que j'en ai déjà trouvé des zones où c'est faisable, lors d'une rencontre entre notre gang, là, comme on dit, je vais vous montrer des choses. Parce que je sais que la ville a besoin de logements. La ville n'a pas besoin, la population de la ville de Chandler n'a pas besoin de développer des logements luxueux. Parce que ça s'adresse à une minime partie de la population qui peut payer jusqu'à 2000 pièces pour un logement d'un mois. Mais je sais que la majorité de la population a besoin de logements à moindre coût. Okay? Le moins possible. Vous avez raison. Bon, je comprends votre préoccupation de vouloir développer le plus possible. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui arrivent. Tu sais? Je comprends qu'il y a besoin de logement. Mais il ne faut pas aussi aller comme enlever un peu la tranquillité qu'on s'est mérité à construire dans un milieu qui s'est bien développé, une rue qui est de toute beauté. D'accord. Je ne peux pas en dire plus là, maintenant, mais j'espère que ça va agir. C'est vraiment de regarder ça, M. Meunier, là, le plus tôt possible. Comment vous avez reçu cette critique-là de la part de ce citoyen ce soir? Bien, le monsieur est venu nous rencontrer là, à notre plénière, pour commencer, avec sa dame. Donc, on les a reçus, on les a écoutés. C'est important d'écouter les gens, c'est important de prendre le pouls de la population également, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment moins. Ils sont venus exprimer leur mécontentement face à de nouvelles constructions. C'est 4 logements qui vont être construits là, sur la rue Brousseau, du côté de Monseigneur-Ross. Donc, c'est sûr qu'on a un problème de logement, c'est pas seulement en Gaspésie, c'est au Québec au complet et dans toute notre MRC. Donc, il y a des investisseurs qui veulent investir chez nous. On voyait ça d'un bon œil. Ça va donner la chance à des gens de se loger mieux. L'année passée, au mois de décembre, il y a quelqu'un qui m'a appelé qui vivait dans son char. Donc, on fait des efforts pour essayer de faire en sorte que les gens aient des places à habiter. Puis de pallier à ce problème-là, parce que c'est un problème important dans notre ville. Le monsieur s'est exprimé en disant que là, il voulait pas, il aimait pas voir des bâtiments d'une telle ampleur près de sa résidence. On va s'asseoir, on va regarder, là, évidemment, on est à l'écoute des gens, comme on dit, puis si on peut modifier, là, faire des modifications pour ne plus permettre, mettons, de ce coin-là, des logements comme ça, mais il va falloir que les gens s'attendent qu'à Chandler, il va y avoir des bâtisses qui sont construites pour accueillir des gens, parce qu'il y a des travailleurs, puis il y a des gens qui viennent de l'extérieur qui attendent là, du logement pour s'en venir à Chandler. On veut augmenter notre population, on veut faire en sorte que les gens soient bien servis, mais ça va ça va passer par du logement. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien,
C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie. Assister à la messe de Noël en direct depuis le confort de son foyer est devenu une tradition pour de nombreux Gaspésiens grâce aux efforts de TVRP, la télévision du Rocher Percé. Mais que faut-il réellement pour produire et diffuser ces célébrations spéciales, particulièrement durant le temps des fêtes? Aujourd'hui, Mirko da Silva, directeur général, nous explique les coulisses de ces captations, l'importance de ces événements pour la communauté et les défis techniques et humains qu'ils représentent. Comment une petite équipe parvient-elle à faire rayonner ces moments de partage au-delà des murs de l'église? Mais peut-être j'aurais commencé vraiment par une question plus technique, justement. Je sais que les gens ont accès à la messe le dimanche à 11h à Grande-Rivière, chez eux dans le coin de Rocher-Percé, mais il y a aussi celle de Gaspé qui est captée le vendredi, je crois, tous les vendredis. Et puis la troisième semaine de chaque mois, on fait une captation en direct aussi de la petite municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Ah oui, la messe aussi, d'accord. Oui. Bon, je l'apprends aussi. Alors justement, qu'est-ce que ça demande en ressources humaines, mais aussi en capacité technique pour pouvoir arriver à ramener justement ces célébrations-là chez les gens par le biais de la télévision? Donc, en ce qui concerne l'équipement nécessaire pour Internet, bien sûr. Donc, ça prend l'ensemble des appareils de captation Internet ainsi qu'une régie portative. Puis on parle d'à peu près 2-3 employés là, au minimum. Et lorsque l'équipe est complète, là, on parle de 4 employés au total là, quand on rajoute pour l'église de Grande-Rivière la grue là, comme caméra supplémentaire là, pour les occasions spéciales. Mais quand l'équipe est complète, c'est 4, mais au minimum, c'est 2 ou 3 personnes. Puis est-ce que tu as déjà je sais que ça fait des années que vous faites ça déjà, par exemple à Grande-Rivière. Est-ce que ce serait quoi le retour de la population de savoir qu'ils peuvent assister à ces célébrations déjà en ligne, il y a l'aspect en ligne, mais aussi à la télévision? C'est sûr que c'est grandement apprécié là, par les gens de la communauté là, de savoir qu'ils sont en mesure d'avoir accès à la messe en direct, tout simplement parce que c'est pas tous les gens qui sont en mesure de pouvoir se déplacer physiquement, soit pour des raisons de santé, soit pour des raisons de mobilité. Donc, à ce moment-là, la communauté apprécie grandement le fait de pouvoir la regarder tranquillement à la maison. Et puis, il y a aussi certaines personnes pratiquantes religieuses là, qui sont bien contents aussi que leur municipalité puisse rayonner là, à travers la diffusion de cette messe-là. Je pense en particulier à la messe de Sainte-Thérèse de Gaspé qui est diffusée une fois par semaine. C'est une petite communauté qui est bien fière là, d'avoir la possibilité de pouvoir faire rayonner leur petite célébration dans leur petite église là, de Sainte-Thérèse de Gaspé. Les 3 autres semaines, on parle d'une diffusion à l'église de Grande-Rivière. Puis il y a aussi au niveau des célébrations spéciales, là, quand on parle de Pâques, quand on parle de Noël, ben là, c'est une belle occasion pour la population aussi qui n'a pas l'occasion de pouvoir se déplacer directement à l'église, de pouvoir célébrer et de pouvoir voir cette célébration-là en direct à la télé. Et d'autant plus qu'à la messe de minuit, souvent, on a le fameux minuit chrétien avec Monsieur Gaston Nicolas, là, qui est très populaire là, à travers le Québec. Donc, il y a beaucoup de gens là, qui regardent le petit spectacle là, de chant de Noël là, qui précède la messe de minuit. Ben justement, c'est ma prochaine question. Il y avait ces célébrations qui s'en viennent parce que là, on est début décembre, mais à la fin du mois, justement, pour la période de Noël, vous allez être présent pour la messe en direct. La messe ce qu'on appelle la messe de minuit, mais je sais que ça commence, il me semble, à 21h pour le spectacle, puis après ça enchaîne sur la célébration elle-même. Est-ce que c'est facile déjà de trouver, parce que je sais que c'est pas forcément dans les bénévoles et les techniciens, c'est pas forcément tout le monde qui est pratiquant non plus, mais comment est-ce que tu arrives à mobiliser les gens pour pouvoir justement participer à ces tournages-là?
À Grande-Rivière, on est chanceux, on a accès à des employés là, pour réaliser là, la captation de ces messes-là. Donc, j'ai une équipe de pigistes là, qui gravite autour de la messe. Et nous, la façon la plus cordiale qu'on a trouvée là, de réaliser la messe de minuit ou les messes particulières, quand on parle de la messe du jour de l'an, le 24 décembre, 25 décembre, souvent les gens en général sont avec la famille à la maison et ils relaxent, et ils profitent du bon temps. Nous, de se déplacer pour ces messes-là, la façon qu'on a trouvé de rendre ça le plus agréable possible, c'est d'y aller l'équipe au complet. On a déjà essayé là, des alternances, mais on s'est aperçu qu'en y allant toute l'équipe au complet, on créait une occasion spéciale de se rencontrer tout de suite après la messe, de se souhaiter un joyeux Noël et d'avoir un certain plaisir à le faire tout en équipe. Et puis, il y a toujours une atmosphère assez spéciale lors de ces célébrations-là. Et puis, je sais pas si c'est la magie du destin, mais à chaque fois que j'ai pris la chance de diminuer l'équipe, il y a toujours arrivé des petites aventures. Donc, depuis quelques années, on est tous présents. Donc, au moindre petit pépin technique, il y a toujours plusieurs personnes pour relever le défi de régler la problématique en soi. Donc, c'est un peu une rencontre familiale d'équipes d'employés pour les messes qui sont un peu plus spéciales, comme celle de minuit, celle du jour de l'an ou celle du lendemain de Noël. Et pour les messes traditionnelles, là, à ce moment-là, on fait une rotation là, pour essayer de donner certains dimanches de congé aux différents membres de l'équipe pour pas se retrouver à travailler 52 dimanches par année. Là. Ce qui a déjà été le cas, mais maintenant on est gâté, on a une belle équipe là, qui est fidèle au poste et puis qui est très compétente d'ailleurs. Donc c'est un grand plaisir là, de réaliser cette production-là de façon hebdomadaire. Si on parle plus particulièrement de la télé de Gaspé, elle n'est pas en direct par contre, elle est en différé. Donc on capte la messe, on fait le montage et on la rediffuse par la suite. Mais pour celle de minuit, il y a seulement en Grande-Rivière là, que cette production-là est faite en direct. Là. C'est quand même on peut dire que c'est quand même assez spécial qu'en Gaspésie, il y a une messe de la célébration de la veille de Noël en direct à la télé avec un beau minuit chrétien interprété par notre grand bénévole de la région, Gaston Nicolas, là, qui en est à, ça fait au-delà de 50 ans. Là. Je pense qu'il soulignait son 55e chant du minuit chrétien. Là. Donc, c'est une personne vraiment très impliquée au niveau de la communauté et on est bien heureux là, de pouvoir couvrir là, cette interprétation-là du milieu chrétien année après année depuis plusieurs années déjà. Oui, puis c'est assez unique comme d'avoir un signal, de pouvoir aller chercher ce signal-là d'un direct comme d'une messe, qu'elle soit déjà chaque dimanche, avoir un direct à 11h. Il y a la télé communautaire de Petite-Vallée justement qui s'accapare de votre signal à ce moment-là le dimanche, mais aussi pour le temps des fêtes à Noël. Comment tu vois ça, toi, le fait que ce qui se passe à Grande-Rivière, je veux dire au niveau des célébrations, ça se retrouve à rayonner aussi un peu plus haut dans le nord? C'est vraiment agréable de savoir qu'on peut partager à cette occasion-là d'avoir quelque chose qui est quand même en direct. C'est quand même assez spécial de se pas en différé. Donc, on vit le moment présent et puis ça se passe réellement en même temps pour tout le monde. Donc, c'est le fun de savoir que une majorité de personnes y a accès. Mais tu m'offres l'occasion de remercier parce qu'on parlait tout à l'heure de l'aspect technique de la réalisation de la chose. Ça a quand même demandé à notre câbleau distributeur là, de faire des installations spécifiques là, pour pouvoir avoir accès au direct dans ces différents endroits-là. Là, je parle spécifiquement pour l'église de Grande-Rivière et l'église de Sainte-Thérèse de Gaspé. Donc, Cogeco est un partenaire là, très important. Ils ont accepté non seulement d'installer Internet dans les deux églises en question et puis d'assumer l'ensemble des coûts relatifs à l'installation et à l'opération d'Internet dans ces deux édifices-là. Donc, merci de me donner l'occasion de souligner la collaboration de Cogeco dans ce projet-là. Et je remercie tout particulièrement Sarah Saint-Pierre, là, qui a été une partenaire de premier plan là, pour la mise en place de ce service-là depuis qu'on est avec Cogeco et anciennement, c'était l'équipe de Brian Morocable qui nous avait aidé à réaliser ce projet-là. Oui, parce que pour terminer là-dessus, on peut dire que ça fait partie parmi plusieurs services que la télévision communautaire rend à sa population, que d'aller capter, même si
des fois dans la direction, on n'est pas forcément pratiquant ou croyant, ou que on comprend que c'est un service dont la population demande, et que ce soit à Gaspé ou comme tu disais à Sainte-Thérèse, ou même à Petite-Vallée, ils n'ont pas encore forcément l'équipe pour aller pouvoir le capter, mais souvent ce sont des choses qu'offrent la plupart des télévisions communautaires. Tout à fait. Et puis, faut pas oublier aussi les partenaires financiers qui gravitent autour de l'événement. Nous, à Grande-Rivière, on est vraiment privilégiés dans le sens où il y a des partenaires financiers qui sont associés à la réalisation et à la production de ces messes en direct-là. Je souligne la participation de la Ville de Grande-Rivière, qui est un partenaire financier, et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien, et le Lièvre et l'Aumônier de Sainte-Thérèse de Gaspé aussi, qui est partenaire là, spécifiquement pour la partie de Sainte-Thérèse de Gaspé, mais qui participe, ces trois partenaires-là participent quand même à la réalisation et au financement, et au fait que cet événement-là, là, on puisse le réaliser là, en direct à la télé, et qu'il y a des gens qui puissent en bénéficier, ceux qui ne sont pas en mesure de pouvoir être en présentiel. Là. Donc, c'est un beau travail d'équipe. Hein? On a l'équipe professionnelle qui gravite autour, on a une solidarité au niveau de l'équipe des bénévoles et des employés de TVCGR, de la TVRP, excuse-moi, ça fait pas longtemps qu'on a changé de nom. Et puis, on a aussi une mobilisation au niveau des partenaires financiers et de Cogeco. Donc, on parle vraiment d'un beau travail d'équipe là, pour en arriver là, à réaliser ce direct-là. Et on le fait aussi pour l'ensemble des assemblées municipales, mais disons que pour la célébration de la messe, là, c'est vraiment une belle occasion là, de donner un service particulier à la communauté qu'on ne retrouve pas nécessairement dans toutes les régions du Québec. Oui, puis on parlait de la télévision, mais je sais que grâce aux réseaux sociaux et au site internet de TVRP ou le Facebook, par exemple, je sais que votre signal arrive à ce moment-là aussi à ces endroits-là, qu'on n'est pas, pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas forcément dans la zone ou qui n'ont pas Cogeco, peuvent avoir accès aussi à ces types d'émissions en direct via Internet, au fait. Oui, tout à fait. Puis, je ne peux m'empêcher de faire un petit clin d'œil à la fameuse pandémie. Là, c'était la seule émission qui était demeurée en ondes. Là, c'était la messe en direct. En aucun cas, il y a eu interruption de la messe sur nos ondes à Grande-Rivière. Disons que c'était très facile à l'intérieur de l'église de Grande-Rivière de respecter les distances qui étaient proposées par le gouvernement qu'on devait respecter. Donc, on avait un caméraman avec 3 célébrants à l'intérieur de l'église. Et tout au long de la pandémie, les messes avaient continué. Donc, ça a été quand même très apprécié de la communauté. Et je sais qu'il y a déjà des gens là, qui sont en attente, là, qui ont très hâte là, de pouvoir le visionner. Justement, je rencontrais des personnes cette semaine qui me demandaient de confirmer là, que l'équipe allait bien être là. Puis encore une fois, cette année, on va être au rendez-vous la diffusion de cette messe-là. Puis je tiens à remercier les télécommunautaires, comme tu le soulignais tantôt, qui acceptent bien de partager le signal de notre célébration de la messe de Grande-Rivière. Ça fait une messe locale qui rayonne pratiquement à travers l'ensemble de la Gaspésie. Puis je te cacherai pas, Marc, qu'on en est bien fiers quand même là, que notre production rayonne autant que ça, tant au niveau des partenaires financiers qu'au niveau de la TVRP. Donc pour terminer, on peut dire que c'est un rendez-vous le 24 décembre, c'est bien ça, au soir, mais est-ce que vous faites aussi, tu parlais du Nouvel An, il y a des célébrations, tu peux nous donner un peu de détails sur les horaires? J'ai pas l'horaire exact avec moi, mais habituellement, la messe le 24 décembre est des alentours de 9h30. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Donc, messe en direct à 9h30, messe de Noël le lendemain à 11h. Et ensuite, c'est la messe du jour de l'an et tout ça en direct. Donc, on a plusieurs messes dans le temps des fêtes. Disons que l'équipe de TVCGR est très pratiquante durant cette période-là de l'année. D'autant plus qu'on a les bingos souvent qui suivent tout de suite la messe en direct de 11h. Là, pour celle du dimanche. Et le 24 décembre, bien sûr, normalement, c'est supposé être 9h30, mais pour ceux qui voudraient vraiment en être certains, simplement aller consulter notre site web et l'ensemble de l'information va être disponible sur notre page web, sur notre site web, la page d'accueil de notre site web. Merci beaucoup, Mirko. Ça fait plaisir, Marc. Joyeux temps des fêtes. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers.
Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise. La Caisse Desjardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté. Alors, Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Thierry. C'est notre entrevue mensuelle. On a 3 sujets au programme. On va parler de loisirs, d'assurance-emploi et de forêt. On va commencer par les loisirs. Lors de la dernière séance municipale, vous avez ouvert un sujet qui est le secteur des loisirs qui semble prendre de plus en plus de place, si j'ai bien compris, et il y a un poste d'ouvert. Commençons par le poste d'ouvert de directeur des loisirs, je crois, et ensuite vous avez une autre ressource que vous voulez également engager. Alors, commençons par le poste de directeur de loisirs. Si tu me permets, Thierry, là, je veux juste t'exposer, c'est que moi, je suis maire depuis 2017. C'est sûr que la personne qui est en poste, c'était Philippe Moreau. Puis Philippe, là, il avait beaucoup d'expérience. Puis c'était quelqu'un qui était très engagé pour sa communauté. Donc, il ne calculait pas nécessairement ses heures. Mais aujourd'hui, là, en 2024, là, on s'aperçoit qu'au niveau des loisirs, c'est beaucoup de responsabilités, c'est pas beaucoup de tâches, tout dépendant des périodes de l'année. Grosso modo, je vous dirais que pendant la période automnale, hivernale, c'est sûr que c'est surtout le centre, là, le complexe sportif là, Desjardins culturel qui occupe beaucoup, puis la gestion des plateaux. De façon générale, quelques activités, mettons, hivernales, mais à partir du mois d'avril, le spectacle de printemps, préparation du camp de jour, fête nationale, fête du Canada, les mordis sur le pavé, les locations de kayak, club d'athlétisme, club de soccer, beaucoup d'activités. Donc, à ce moment-là, ça prend d'autres personnes. Donc, souvent, on avait la possibilité d'engager des étudiants. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Puis, aux affaires municipales, on avait un programme à faire qui nous permettait d'aller chercher de l'argent, un montant de 30 000 $ qui nous permettait d'avoir des ressources pour cette période-là, que là, présentement, on n'a plus. Donc, dans le monde idéal, c'est que moi, on considère que d'avril au mois de septembre, ça prendrait une ressource au moins 6 mois par année. Là, on a le comité de loisirs qui est en place aussi, là, qui font beaucoup d'activités. Donc, l'ensemble de ça, on s'est dit, ben là, oui, on va afficher un poste de directeur avec les mêmes responsabilités que Philippe avait dans le temps, gestion personnelle, gestion financière, puis gestion de projet. Donc, on cherche quelqu'un qui est capable aussi de prendre l'environnement loisirs culturels et communautaire, puis capable de faire des recommandations au directeur général pour qu'ensuite ça soit entériné par le conseil municipal. Donc ça, c'est super important. Donc, ce que je veux en venir, c'est qu'il y a un autre constat aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a plus des activités MRCN. Le hockey mineur, c'est MRCN, partenaire statistique, c'est MRCN, club de soccer, c'est MRCN. Puis présentement, il y a 3 infrastructures dans la MRC Rocher-Percé, c'est-à-dire le nouveau complexe, Sébastien-Cyr à Port-Gascon, Chandler Centre Clément-Tremblay. Nous, c'est le complexe sportif Desjardins culturel à Grande-Rivière. Par contre, là, qui n'est pas nécessairement similaire que Chandler, parce que Chandler couvre ses 5 quartiers. Port-Gascon, c'est en réalité, c'est le secteur de Gascon, Port-Daniel qui est ensemble, tandis que nous, à Grande-Rivière, l'installation de la Grande-Rivière, puis souvent, on dessert la population de la MRC, de l'Est de la MRC. C'est-à-dire que je veux dire que les jeunes de Sainte-Thérèse, les jeunes de Percé, ils utilisent. Par contre, comme en introduction, on va dire, c'est une infrastructure présentement qui est supportée à 100% par la municipalité, mais en réalité qui est indirectement une infrastructure un peu locale. Donc là, nous, on a eu une première rencontre. J'ai eu une rencontre avec M. Leboeuf, puis M. Blondin, pour discuter avec lui, vu les changements. Puis nous, au niveau de la deuxième ressource, on voudrait voir peut-être la possibilité de lui donner une plus longue période, s'il y aura possibilité de voir avec les 2 municipalités pour un partage de certains coûts, de revoir un petit peu les formules, parce que nous, le jeune du hockey mineur de Grande-Rivière qui s'inscrit, son parent, il l'inscrit, puis en plus, il doit assumer une partie des taxes pour l'infrastructure, tandis que pour Sainte-Thérèse puis Percé, c'est pas le cas. Donc là, nous, on veut juste voir la possibilité d'essayer d'avoir une entente qui nous permettrait peut-être d'avoir une ressource supplémentaire. Puis cette ressource supplémentaire,
supplémentaire pour être mis aussi à la contribution aussi pour les 2 autres municipalités. Et, entre autres, là, nous, il avait été décidé de la municipalité de Sainte-Thérèse, le terrain de Balmol, là, nous, on avait décidé de ne pas en faire un, de mettre de l'emphase à Sainte-Thérèse, puis dernièrement, il y avait eu un peu des améliorations locatives, puis le comité de loisirs, on avait même investi financièrement, des fois on fait des prêts d'équipement aussi, donc on collabore à ce niveau-là. Donc on veut juste s'assurer que nous, on veut, étant donné qu'il y a beaucoup d'attentes, puis il faut être modeste, là, parce qu'à un moment donné, il y a un horaire hebdomadaire, il faut le considérer. Donc, c'est sur la table présentement. Il y a eu des discussions. Je trouve qu'il y a une belle ouverture, mais je veux arriver à quelque chose là, que je pense qui serait gagnant et acceptable aussi pour les 2 autres municipalités. Parce qu'éventuellement, je ne vous le cacherai pas, c'est un sujet qui arrive souvent à la table, puis les gens voudraient qu'on modifie la politique de tarification sportive. Donc, c'est une raison pourquoi j'ai entamé les discussions avec les 2 autres maires à ce sujet-là, puis j'ai perçu une certaine ouverture. Parfait. Donc, en résumé, cette nouvelle ressource dont les frais seraient partagés à 3. On en regarde, on va faire une proposition, comment qu'on voit ça pour... on s'est comme entendu que la municipalité de Grande-Rivière, on va analyser, puis on va faire une proposition aux 2 municipalités, tout dépendant de l'utilisation. Okay. Mais ce que je veux mentionner, c'est qu'il y a une ouverture, d'entamer cette démarche-là. Donc, il nous a été demandé... c'est d'arriver avec une proposition. D'accord. On parle toujours d'argent, évidemment. Là, c'est le nerf de la guerre. Bien, ça, c'est le nerf de la guerre. C'est que moi, personnellement, j'aime mieux en arriver à une entente que les 3, qu'on est d'accord, que de modifier la politique de tarification. Okay. Puis à partir de telle date, maintenant, c'est les jeunes de Grande-Rivière, c'est temps, puis les jeunes à l'extérieur de la ville de Grande-Rivière qui veulent bénéficier des infrastructures, bien, il va y avoir un supplément. Parce que présentement, nous, les jeunes de Grande-Rivière qui profitent du complexe sportif à Chandler, ben, la municipalité en assume une partie. Ah, d'accord. Donc, on a déjà un modèle qui... Il y a déjà un modèle qui est en place, puis nous, ben, on voudrait peut-être l'actualiser, ce modèle-là, okay, qui se correspond plus aux réalités, mettons, en 2025. C'est juste logique, parce que les municipalités ont de plus en plus de responsabilités. Québec renvoie beaucoup du pelletage aux municipalités, mais à un moment donné, il faut assumer. Et c'est pour favoriser saines habitudes de vie. On parle de loisirs, de culture, de sport. Donc, ça peut juste être bénéfique pour la collectivité. Allons-y pour un dossier qui est la forêt. La ville de Chandler a déposé une demande d'appui de la part de la MRC quant à une demande de moratoire de la coupe forestière tout le long du secteur de la rivière Pabot. Une résolution... qui a été rendu public. Maintenant, on s'attendait à la dernière réunion que la MRC donne son appui, ce qui n'a pas été le cas. Ils ont reporté, donc les élus, le Conseil des maires a reporté à janvier la décision. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de consulter l'industrie forestière pour voir en quoi ça retourne dans leur cas si jamais il y a moratoire. Donc, vous avez une opinion là-dessus. Ben oui, moi, à propos de mon opinion, tout d'abord, moi, je suis l'administrateur qui a été désigné par le Conseil des maires pour siéger sur le conseil d'administration de la FOGIM. Puis en étant sur le conseil d'administration de la FOGIM, le secteur de privé, de la forêt privée, on veut s'assurer de bénéficier, de maximiser l'utilisation en considérant le développement durable, etc., puis de maximiser les retombées économiques. Puis au niveau des défis, parce qu'il y a des défis, je donne un exemple, quand l'essence augmente de beaucoup, ben, c'est un défi au niveau du transport, puis le transport ben, il touche la filière au complet, donc ça touche autant les regroupements que les camionneurs, puis les usines. Donc, nous, on a mis en place une table forêt dont je suis le président aussi, le président de la table forêt à Gaspésie. Donc, puis nous, ben, on a une ressource là, qui est coordinateur, qui est M. Guy Pardiac, dans lequel on a mis en place un plan d'action sur 2 ans. On a rencontré l'ensemble de la filière, puis on a déjà identifié des axes communs. L'objectif, nous, c'est d'identifier des axes communs que l'ensemble des organismes, que ce soit le syndicat des producteurs de bois, que ce soit la FOGIM, que ce soit les regroupements, que ce soit là, les transporteurs, sont d'accord. Donc, il y a des choses qui ont été mises en place au niveau de la formation. Éventuellement, on va préparer une formation au mois de janvier au niveau de la fiscalité. Donc, pour les gens qui sont propriétaires des lots de bois, comment qu'ils puissent là, maximiser peut-être une coupe sur leur terre à bois,
pour s'assurer qu'il y a de la mobilisation en bois, mais que souvent, nous, les gens, ils ont 65 ans plus, donc ils ont des inquiétudes au niveau du supplément de garantie, revenu de garantie. Donc, on est en train de préparer une formation pour démontrer aux gens que ça peut être très, très intéressant pour les propriétaires de l'eau, mais on fait ça, tu sais, en respectant les grands principes, là, tu sais, parce qu'à un moment donné, une forêt, quand ça prend une certaine maturité, si c'est pas coupé, ben c'est du bois qui est perdu. Puis donc, il faut que c'est bien exploité. Donc, je sais qu'il y a une préoccupation autour de la coupe là, de la rivière, tu sais, puis ça, on se le cachera pas, là, tu sais, puis je suis tout à fait d'accord avec les arguments qui ont été soulevés hier. Donc, effectivement, il faut mieux protéger là, nos cours d'eau. On veut pas de voir de coupe à blanc, ces choses-là. Donc, quand là, présentement, on s'est positionné, nous, la MRC, pour les aires protégées. Donc, il y a des choses qui ont été mises en place. La proposition qui a été faite hier, fait que mon collègue, M. Henri Grenier, le maire de Port-Daniel-Gascon, c'est lui qui a pris la parole, puis il a exposé, puis effectivement, moi je suis d'accord avec lui, qu'on a le devoir de rencontrer le regroupement pour échanger, pour exposer la situation, parce que c'est ça qui est important. Parce que le regroupement, la coopérative de Rocher-Percé, c'est une coopérative qui est là depuis 1973. C'est 50 employés plus. Il y a des gens sur le bureau. Donc, tu sais, c'est que on veut préserver les emplois, on veut améliorer les conditions de travail, on comprend ça, il y a des préoccupations, mais au lieu d'arriver avec des avis publics que les gens souvent ne participent pas, ne sont pas nécessairement au courant, là après il y a des règlements qui sont mis en place, ça vient tout changer la façon de faire, ça crée de la frustration. Donc je pense que la MRC Rocher-Percé, je pense que c'est bien. En amont, on est conscient de la situation. On va prendre le temps de s'asseoir avec eux pour discuter. On va leur exposer qu'est-ce qu'il y en est, puis on veut s'assurer d'arriver avec une solution dans laquelle il va être gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, on veut avoir là, une approche de concertation là, et non d'imposition. D'ailleurs, le maire de Chandler appuyait cette démarche, même si ça concerne son territoire, même si lui, il compte toute coupe à blanc, forestière, industrielle. Pour lui avoir parlé juste après, il m'a dit, écoutez, cette démarche tout à fait logique de consulter. Donc, c'est juste une approche prudente, on peut le dire? Prudente, parce que nous, une entreprise coopérative qui est en place, peu importe tout emploi présentement, il faut les préserver, puis il faut les maintenir. Donc, moi, ma préoccupation là, hier, c'était de dire... j'ai pratiquement 75 familles qui dépendent présentement là, du secteur de la forêt via le regroupement de la coopérative Rocher-Percé, de la coopérative. Donc, moi, c'est important là, de pouvoir de ne pas mettre en péril l'entreprise. C'est dit, c'est dit. Assurance emploi, un autre dossier assez délicat. Il y a la porte-parole du mouvement contre le chômage Gaspésie qui était à la séance de Rocher-Percé. Elle s'est présentée en avant pour dire quoi? Est-ce que dans les prochaines manifestations qu'on organise, est-ce qu'on peut avoir l'appui de vous, les élus? Dans votre cas, elle a dit que vous étiez très participatif à ces rencontres, alors que pour les autres, c'était un peu plus timide. Elle demandait donc l'appui des élus un peu plus, de manière plus présente, disons ainsi, parce qu'on sait que l'assurance emploi est vraiment pas adaptée à la réalité du marché du travail, il faut le dire, là. Tel quel, il ne l'est vraiment plus. Le marché du travail a changé, mais la loi est fixée dans le temps, écrite il y a des décennies. Vous aviez quelque chose à dire d'intéressant que vous avez donc lors de la séance. Je vous ai écouté sur le dossier de l'assurance-emploi. Bien, hier, ce que j'ai apporté comme réponse, là, moi, en tant que maire de Grande-Rivière, ma préoccupation là, première, considérant que j'ai une bonne partie de ma population qui travaille dans les usines, là, que ce soit là, les crustacés de Gaspé, poissons salés gaspésiens, je veux juste qu'on élimine un peu la perception qu'on avait dans le temps. Là, avant, les années 2000, c'était comme du 10-42. Là, tu travaillais 10 semaines pour avoir 42 semaines de chômage. Aujourd'hui, je vous dirais que les gens travaillent, là, ils essayent, maintenant les usines ils ont fait un effort, ils ont diversifié un peu leurs activités, importé des produits, de la matière première, pour permettre souvent même aux employés de prolonger les semaines de travail, puis d'aller à 22 semaines. Puis on se le cachera pas, là, souvent c'est des heures de 50-60 heures, c'est très physique. Puis on a beaucoup une clientèle
âgés dans le secteur d'activité. Puis ça, je vous le dis parce qu'on a fait faire des études dans le passé. Puis effectivement, là, de plus en plus, là, les gens sont vieillissants. On parle beaucoup de l'automatisation, etc. On fait même venir des Mexicains là, pour compenser des corps de travail. Mais moi, ce qui est important présentement, puis que le message que je veux juste m'assurer qu'on passe, ou ce qui me rejoint à 100%, là, c'est le trou noir. C'est le trou noir, c'est que en 2024, quelqu'un qui travaille 20 semaines avec le nombre de semaines qu'il peut avoir, puis là, il y a comme un genre de programme particulier que si ça fait X années que tu travailles dans ce secteur d'activité, tu as le droit à 5 semaines supplémentaires. Ouais. Mais malgré tout ça, il arrive qu'il y a un trou d'environ 6 semaines. Donc, je veux juste passer le message que quand on arrive, exemple, au début mars, ou la mi-mars, puis qu'on n'a plus de chômage, puis qu'on est en attente de la reprise, puis que les industriels, souvent, ils peuvent pas ouvrir parce qu'il y a encore des glaces au Nouveau-Brunswick. Là, il y a la présence des baleines. Donc, les gens, ils veulent s'assurer de commencer la saison le plus rapidement possible, de s'assurer de maximiser là, la production. Puis là, il y a des contextes, là, hors de notre contrôle, là, avec l'élection de M. Trump qui est en place, qui veut mettre un décret au mois de janvier avec un tarif douanier de 25% qui peut effectivement avoir un impact là, sur la commercialisation de certains produits. Bien, moi, pour ma part, au niveau de l'assurance chômage, il faudrait s'assurer au minimum que quand quelqu'un travaille au moins 20 semaines, mais qu'il soit en mesure au moins de pouvoir faire le tour. Ça, c'est un message au gouvernement fédéral. C'est un message là, que je veux passer parce qu'en arrière de ça, là, souvent au mois de mars, quand les parents n'ont pas de revenus, ben veut pas, ça crée un stress. Puis le stress est ressenti au niveau familial. Puis ça touche aussi les enfants. Puis les enfants, ben, souvent au mois de mars, on est dans une période, là, je vous dirais, pratiquement beaucoup avancée dans l'année scolaire. Donc, certaines activités, donc soucis financiers, là, moi je pense que les gens, puis aujourd'hui avec le coût de la vie, surtout avec le coût de la vie qui a augmenté, l'inflation, etc., le chômage, là, c'est pas, ça n'a pas eu la même augmentation que les dernières conventions collectives qu'on a signées, l'ensemble du gouvernement du Québec, etc., des 17-18%, ça a demeuré pareil. C'est comme le fonds de pension là, pour les personnes âgées. Donc moi, ce que j'ai dit à Nadia, je sais que ça prend un changement, effectivement. Pas de compte parce qu'on n'est plus dans la même réalité que les années 2000, mais par contre, ce que je veux vous soutenir à 100%, il faut s'assurer que les travailleurs qui travaillent dans ce secteur d'activité-là, ils font leur maximum parce que souvent les usines, ils vont exploiter l'usine au maximum. Ils vont travailler le 20-22 semaines, le maximum qu'ils peuvent faire. Effectivement, quand il n'y a plus de travail, ben, ils embarquent sur l'assurance emploi. Puis malgré qu'ils sont sur l'assurance emploi, il leur manque 6 semaines. Puis quand même quelqu'un qui dirait « je vais me trouver un emploi là, pour compenser les 6 semaines mais après tu es lié avec un employeur, oui. Puis là, ben, si tu quittes, là, c'est de part volontaire, puis tu n'as l'assurance emploi. Tu n'as l'assurance emploi, puis là, ça amène certaines complications. Absolument. Puis moi, je me pose la question, si tu fais ça, est-ce que tu viens te discréditer pour être sur le programme 5 ans, de dire que ben faut que tu arrives dans ce secteur d'activité pendant 5 ans. Donc, si tu changes de secteur d'activité, ben, au lieu d'avoir un trou de 6 semaines, tu vas te ramasser avec un trou de 11 semaines. C'est perdant-perdant. C'est perdant-perdant. Donc, moi, la seule chose que je donne d'hier, je sais que c'est le 17, c'est à 10h30, ça va partir du bureau de Service Canada à Chandler. Effectivement, là, en tant qu'élu, je pense que le message a été demandé hier qu'on les élus soient là. Puis je vous dirais que je pense que l'ensemble des maires, là, moi j'expose la situation, mais je peux vous dire que toutes les maires sont d'accord avec moi, il faut effacer le trou noir. Dernière chose, je termine l'entrevue avec ça, vous avez dit quelque chose de très important concernant l'assurance emploi. Vous avez dit, moi je défie n'importe qui d'aller dans une usine et mettre des bottes de caoutchouc pour y travailler, vous allez voir que c'est plus dur qu'être fonctionnaire, right? Ben, c'est que des fois on a des discussions, en ville, puis avec certains fonctionnaires, puis ils nous exposent ça, là, c'est comme si que ça n'a aucun sens. Le taux de chômage est bas, puis que là... mais Nadia apporte plusieurs arguments. Mais moi, je lance le défi là, à un fonctionnaire qui travaille 32 semaines par année, puis avec les avantages sociaux qu'on a. Le parc Forillon a connu une augmentation de 3% de sa fréquentation en 2024,
atteignant 167 000 visiteurs, avec une hausse marquée de 20 % en juin et en octobre. Une extension de la saison touristique a également entraîné une augmentation de 4 % des nuitées, totalisant 27 000. Le prêt à camper a enregistré une popularité croissante, notamment avec une hausse de 35 % en octobre. Plusieurs travaux de préservation, comme la réfection de la toiture du bâtiment de Grande Grave et la restauration de la maison Joseph Gavy, ont été réalisés grâce à un investissement de 9,8 millions de dollars d'Ottawa. La saison 2025 débutera le 30 mai. « 17 entreprises agricoles de la région participent au programme « L'agriculture complice de la biodiversité », une initiative de l'UPA qui veut promouvoir la préservation de la biodiversité. Ce projet volontaire propose des pratiques responsables et inclut des outils de sensibilisation, des activités de démonstration et le partage de connaissances. 2 capsules vidéo sur ces actions sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'UPA. Ce programme, soutenu par le MAPAC, implique 4 fédérations régionales, dont celle de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, et met en lumière des gestes concrets pour intégrer la préservation de la biodiversité dans les pratiques agricoles locales. L'entreprise Matrec poursuivra la collecte des matières résiduelles pour les commerçants de Gaspé, suite à une entente conclue avant la date butoir du 1er janvier 2025. Bien que les coûts des collectes aient explosé ces dernières années, cette négociation permet de réduire l'impact pour les commerçants. Le maire, Daniel Côté, souligne que si la municipalité avait repris la gestion des contrats, les coûts auraient été 2 à 3 fois moindres. L'accord inclut aussi la révision des échéances de contrat à septembre 2026, libérant certains clients d'entente à long terme avec Matrec, offrant ainsi une plus grande flexibilité aux entreprises locales. Le ministère de l'Environnement a annoncé la fermeture des secteurs Champ-de-Mars et Blanche-la-Montagne, dans la réserve faunique des Chic-Chocs, suite à des observations récentes de caribous montagnards. Cette décision vise à minimiser les dérangements pour cette espèce menacée. Les fermetures seront reconsidérées de nouveau chaque semaine, en fonction de la présence des caribous, reflétant une approche adaptative pour leur protection. Le regroupement des femmes de la Côte de Gaspé a annoncé la création du spectacle F, prévu pour mai 2025, lors d'une commémoration de la tuerie de Polytechnique. Ce projet rassemble 150 femmes choristes, comédiennes, figurantes et musiciennes pour dénoncer le racisme, le colonialisme et la violence conjugale, tout en célébrant la résilience féminine et l'espoir d'un monde meilleur. Janine et Guylaine Fournier, respectivement coordonnatrices et chargées de projet, soulignent l'importance de cette œuvre comme outil de sensibilisation et de dialogue. L'événement de cette annonce a aussi rendu hommage aux victimes de féminicides de cette année et aux 14 femmes assassinées en 1989. Québec accorde 5 millions de dollars sur 5 ans à l'Alliance pour la solidarité de la Gaspésie, pour améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables, soutenant divers organismes communautaires. Bien que ce montant soit apprécié, la directrice du Rock Gym, Geneviève Giguère, souligne que, divisé entre les 5 MRC, il reste insuffisant face aux besoins accrus des organismes. Elle estime qu'un financement supplémentaire de 30 millions de dollars serait nécessaire pour répondre adéquatement à leur mission, comparé aux 20 millions de dollars actuellement alloués. Ce financement s'inscrit dans le plan de lutte à la pauvreté annoncé en juin dernier, avec des détails dévoilés à l'automne. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. C'est la période des fêtes chez Jean Coutu. Pour des cadeaux qui sauront plaire à toute la famille, pour des fêtes qui vous ressemblent, venez à votre Jean Coutu de Grande-Rivière. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, notre équipe saura vous conseiller avec professionnalisme et courtoisie. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous souhaite un joyeux temps des fêtes.
Votre Télé du Rocher-Percé est en pleine campagne de recrutement de membres. Achetez votre carte individuelle et participez au tirage d'un des 6 certificats cadeaux dans nos commerces locaux. Devenez membre entreprise et courez la chance de gagner une publicité d'une valeur de 1 400 $. Devenez membre organisme et vous pourrez annoncer gratuitement vos activités sur notre babillard, à la télévision et sur nos plateformes web. Scannez ce code QR et payez en ligne. Tirage le 18 décembre prochain. Payez votre carte avant le 16 décembre pour avoir droit au tirage.